Bonjour Ghislaine. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va s'offrir le plus beau des plateaux de télé, la nature. Oui. On est chez toi, en Normandie, et si ce magnifique hameau avec un ancien moulin juste derrière nous et le cadre un petit peu de notre émission. Dans ton journal idéal, de quoi parlerait-on? Qu'est-ce qui ferait les gros titres et comment les journalistes aborderaient l'actualité? Je crois que dans ce journal idéal, j'aurai la façon de, chaque fois que je présente un événement, de ramener à la source. C'est-à-dire, on va un pas en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive là? C'est d'avoir cette histoire plutôt que l'information comme si elle n'appartenait pas à un chemin parcouru avant d'exister. Nous, on nous donne l'aboutissement de ce qui arrive et pas comment on est arrivé là. Et je crois que ça serait une des choses. Et la deuxième chose, ça serait un journal qui donnerait la parole à l'ensemble d'une situation. Par exemple, si on parle aujourd'hui de la guerre ou si on parle d'une famine, eh bien il y a la famine, il y a les conditions de vie, il y a l'écologie, c'est l'ensemble, chaque fois le cercle qui est cher aux Indiens, c'est de pouvoir porter un regard systémique sur ce qui se passe et pas le dissocier chaque fois. Nous, on cloisonne tout, il y a la science, il y a l'histoire, il y a la géographie. Eh bien moi, j'aime au contraire, le monde est connecté et ce qui se passe des fois à un petit niveau, eh bien, touche le plus grand niveau, comme on le voit, la bourse, eh bien, après, crée des famines. Et est-ce que dans l'histoire, à nouveau, on a déjà rencontré ça? Et nos connaissances passées pourraient nous permettre de mieux appréhender notre présent. Voilà. Alors tu te décris comme une chamane moderne, d'ailleurs tu es très active sur les réseaux sociaux. Ça signifie quoi être chamane aujourd'hui? Bien, pour moi, le chamanisme, c'est un mot qui amène beaucoup de rêverie et beaucoup de possibles. Et il y a les chamans qui sont avec la culture européenne, c'est-à-dire une transmission assez codée, et on voit beaucoup de gens aller s'initier avec l'histoire, avec les mythes, les origines d'une population qui n'est pas celle de leur terre. Alors, moi, je l'ai fait pendant un petit moment, mais à un moment, ce que m'a appris l'Indien, c'est que c'est ma terre. Et je connais ma terre, je connais ce que c'est qu'un immense supermarché. Alors que quand je suis dans la forêt amazonienne, je ne suis pas à l'aise. Il fait chaud, il y a des bêtes que je ne connais pas. Je n'ai pas cette façon de me sentir en sécurité ou pas. Alors que dans des endroits ou dans des quartiers chauds, comme on dit chez nous, je sais comment il faut me tenir, quelle énergie il faut avoir, comment je me déplace. Donc un chaman, c'est aussi celui qui prend soin de sa terre et de sa culture. Il fait partie du monde, il n'est pas un au-dessus qui connaît quelque chose de spécial, donc il est inclus et c'est peut-être sa spécificité, c'est de savoir qu'il est inclus au monde. Alors, est-ce que tu es prête à réveiller un peu l'Indien qui dort en nous partageant justement ton regard de chaman sur notre société, voir au-delà de ce que disent les médias? On t'accueille aujourd'hui, Ghislaine Duboc, merci beaucoup. Et on va commencer avec un petit peu de hocher. Pour toi, Ghislaine, le chamanisme, c'est savoir se connecter au monde malade pour accompagner la mutation que nous traversons. Alors, ce n'est pas qu'une métaphore finalement, puisque nous sommes réellement touchés par la maladie. Déjà 2 ans de Covid. Cette période, elle est symptomatique, révélatrice d'un monde qui va mal, selon toi? Le Covid, c'est le début où on rentre dans cette période bouleversante dans le monde des épidémies, mais aussi qui nous révèle que notre façon d'être avec le vivant, qui pour nous, ce n'est pas du vivant, c'est des objets, eh bien, nous met en danger. En danger, mais grave, parce que si je dois vivre enfermé dans un bunker pour pouvoir avoir le droit d'exister quelque temps, juste à travers un écran extraordinaire qui me fait voyager, mais mon corps, lui, va se retrouver dans un endroit comme on a vécu le confinement, où on a un espace limité et la seule fenêtre, c'est l'écran.
où notre corps n'est plus touché, et ça c'est le drame, parce que quand le corps n'est plus touché, on a beau se parler à travers l'écran, eh bien on ne fait pas bouger nos neurones, on ne fait pas bouger nos vibrations, nos cœurs, on n'a pas d'apprentissage réel. On a de l'information qui se construit, mais on n'a pas l'apprentissage réel. Et le chamanisme, en fait, sa propriété, c'est d'ouvrir la rencontre de la tête avec le corps, la vibration du corps. Dès qu'on est jeune, on nous apprend à nous couper du corps. Quand on sent quelque chose, quand un enfant se met à rire trop fort, on lui dit calme-toi. Quand il dit ah je sens qu'il y a ça, on va dire mais non, ce que tu sens c'est ça. C'est constamment le monde extérieur connaît la réalité de l'enfant et lui petit à petit va se couper à la réalité qui vient à partir du corps. Et donc, le chaman, c'est celui qui est relié tête, corps, cœur, âme, hein, les 4 dimensions, et qui a cette conscience de faire partie de la création. C'est-à-dire, je suis au cœur de la création et non pas en train de dominer la création. Et aujourd'hui, est-ce qu'on va mettre en éclairage tout ce que nous a appris le Covid? Est-ce qu'on va arrêter l'élevage intensif, par exemple, qui est source d'épidémies? On le sait, si on ne le fait pas, il y en aura d'autres. Et on ira d'épidémie en épidémie dans l'isolement le plus total les uns des autres. Donc il y a des leçons à tirer finalement, il y a des choses à comprendre liées à ce qu'on a traversé ces 2 ans là déjà, et puis c'est pas encore terminé. Quelles sont les autres informations dont on devrait justement... Déjà ça, est-ce qu'il y a des choses à comprendre? Juste penser que la vie s'est manifestée pour nous transmettre une expérience qui, logiquement, doit nous amener à une autre réalité. On a été complice avec ce microbe, on a été complice avec son intelligence, son adaptation, sa façon de dire « je suis peut-être pas gros, mais je peux faire de gros dégâts ». Et ce dialogue qui est repris, ce qui est malheureux, c'est que c'est repris quand c'est dans la terreur, hein, au lieu d'être repris dans le quotidien d'une vie. Voilà, et je crois que ce qu'on a pu apprendre, c'est par exemple, c'est catastrophique le Covid au niveau du corps. Se retoucher va être difficile. Les vibrations qui ont été coupées vont être difficiles. L'isolement des enfants pendant 2 ans où leur cerveau n'a pas été excité par la rencontre vibratoire des corps va être difficile. Est-ce qu'on pense à soigner ça? Moi, j'avais le sentiment que justement d'être vraiment coupés les uns des autres nous avait redonné envie d'être en lien et nous avait peut-être montré à quel point être en lien, finalement, ça nous apporte. Parce que voilà, c'est finalement en étant privé de ça, on a l'impression qu'on a envie de se rencontrer, qu'on a vraiment envie d'être en lien. Il y a eu aussi peut-être ce côté-là. Oui, c'est entre le désir de se retrouver et le corps qui se retrouve avec plaisir, ça c'est autre chose. Okay. Parce qu'on a un corps qui maintenant est un petit peu en retrait en permanence. Et il y a aussi l'idée que l'autre peut être dangereux. Je peux être dangereux pour l'un, je peux être dangereux pour l'autre. Et ce que ça a permis, c'est de voir aussi la réalité des surfaces. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que je pouvais avoir un petit appartement à Paris, mais j'avais l'impression que j'avais une salle à manger à travers 10 ou 15 restaurants dans lesquels j'allais, que j'avais une salle de sport là où j'étais. Donc, j'avais un grand appartement. Et avec le Covid, j'ai découvert que j'avais que 40 mètres carrés ou 50 mètres carrés. Et ça a été l'horreur. Mais il y a cette rencontre avec la réalité de l'espace, la réalité de qui je peux appeler quand je ne vais pas bien. Ça aussi, ça a été une superbe prise de conscience que le bruit, le mouvement nous avait isolés de ceux qu'on aimait le plus. On voit des familles qui se sont retrouvées. Hein, et aussi, si je suis enfermée, est-ce que mon corps supporte la ville? Hein, il y a aussi cette question, le retour d'avoir le goût de la forêt, tout ça qui est venu. Et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Là, il faut changer de cap. Alors on sort à peine de cette crise sanitaire, on a à peine le temps de reprendre notre souffle. J'ai envie de dire qu'on se prend un autre événement un peu en pleine face, c'est le conflit Ukraine-Russie. On est passé de l'angoisse de la maladie à l'angoisse de la guerre. C'est un peu ça qui s'est passé. Elle te fait peur à toi, Ghislaine, cette guerre, et quel sentiment cela provoque chez toi? On est passé dans 2 sortes d'angoisse de mort. D'abord, ce qu'on a découvert, c'est que quand quelqu'un me ressemble, je peux l'aider. Alors, est-ce que c'est du racisme? En tout cas, c'est un fait. Quand je ne peux pas me projeter chez quelqu'un, je n'arrive pas à lui tendre la main.
Yeah. Ce que tu veux dire par là, c'est que là, on est en train d'accueillir les Ukrainiens, c'est ça? Alors qu'en fait, on a d'autres migrants qui sont là depuis des années, qui viennent d'Érythrée, du Soudan, et qui sont aussi là en France. C'est ça que tu entends par on aide ceux qui nous ressemblent? Oui, je peux bouger quand quelque chose résonne en moi. Et ça, c'est le monde de l'Indien. C'est-à-dire que l'autre n'existe que si en moi, ça s'est ouvert. Et c'est vrai que ça nous met face à cette injustice. Parce que quand je vois les Syriens qui ont vécu la même chose, Kaboul s'appelait le petit Paris quand même à un moment donné, alors que maintenant il n'y a plus rien. Alep, c'est un champ de ruines, il me faudra 10 ans pour enlever les mines. Il y avait toujours Poutine qui mettait des bombes là-bas. Quand je vois ça, je me dis, je peux accueillir une famille ukrainienne. Pourquoi alors qu'elle ne parle pas la langue? Je ne peux pas accueillir une famille qui arriverait d'Afghanistan. Quelle est la différence? Dans l'une, je me retrouve, dans l'autre, c'est étranger. Ça, c'est une sacrée révélation, je trouve. Parce qu'au moment où nous devons penser le monde dans son unité pour traverser le changement climatique, eh bien, on se rend compte qu'il va falloir composer avec ça. C'est-à-dire que les pays qui sont proches physiquement de tel ou tel pays devraient être aidés pour aider les autres. Et qu'on peut aider et demander la générosité. C'est extraordinaire cette générosité qui se soulève aux gens qui se sentent concernés non seulement par la couleur de peau, mais aussi par la proximité. Donc c'est une sacrée rencontre, non? Ça. Ce conflit en Ukraine, il nous touche, il nous bouscule. Oui. Il disait justement, plus que certains autres conflits, nous attristent, nous révoltent, nous met en colère parfois. Qu'est-ce qu'on fait de ces émotions, des sentiments que ça vient un petit peu raviver chez nous? Alors, dans le monde de l'Indien, ce que moi j'enseigne, c'est que ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur de soi. On doit pouvoir retrouver le Poutine qu'on a en soi, on doit pouvoir retrouver le président ukrainien qu'on a en soi et on doit pouvoir trouver ceux qui regardent qu'on a en soi. On a le monde à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que je ressens bien quand je me retrouve dans une famille où vous avez un patriarche fort, hein, très puissant, avec une religion généralement très très puissante, il a sa vision de la famille et on ne peut pas intervenir dans cette famille. C'est très très difficile. Et même les voisins, s'ils voient qu'il tape sa femme, ses enfants, etc., ont du mal à dénoncer parce qu'ils ont peur des représailles. On connaît ça, parce que pour lui c'est ma famille. Il dit je fais rien contre vous, ça je suis chez moi je fais ce que je veux. Bien. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons un homme qui pense que dans les années 50, sa famille, c'est ça. Il fait ce qu'il veut avec sa famille. Il leur donne des corrections, c'est normal. Et on n'a pas à s'en mêler. Pour lui, c'est une agression. Est-ce que si on attaque, est-ce qu'on a la structure pour répondre à la folie de quelqu'un? Parce que nous, on défend la vie. Lui, il défend son honneur. Pour l'honneur, on peut mourir. Il suffit de regarder la littérature, on sait que l'honneur est immortel. Alors que la vie a un présent. C'est ça qui est très différent. Et si je vois ça chez moi, je me rends compte que c'est plus complexe que ça. Qu'il ne suffit pas d'aller dans l'appartement à côté et dire au mec t'arrêtes de taper ta femme. Il ne suffit pas de faire ça. S'il fallait faire ça, ça serait facile. Et je crois que la complexité de cette situation nous ramène à quelque chose. On est la génération où on nous a appris qu'il s'était passé quelque chose à la fois de terrifiant et de merveilleux. On avait trouvé une arme qui faisait assez peur pour qu'il n'y ait plus la guerre. Moi, ma génération est née avec on n'aura plus de guerre. Pourquoi ? Grâce à l'arme nucléaire, finalement. Voilà, grâce à l'arme nucléaire, on se dit, celui qui commence, il sait qu'il fait tout sauter, donc il ne le fera pas. Oui, mais le contrat, c'est que la raison de ceux qui sont à la tête des États soit une raison pour la vie. Si j'ai quelqu'un qui dit, mais je m'en fous de mourir, à ce moment-là aussi, extraordinaire que soit cette arme dans la terreur qu'elle propose, eh bien pas pour celui qui n'a pas le désir de vivre, mais le désir de gagner. Tu disais tout à l'heure qu'on avait un Poutine en nous. Oui, on peut penser que son humiliation, à un moment donné, l'a amené à chercher à se retrouver sa dignité. L'humiliation de cette Russie qui s'est un petit peu éclatée de partout, dans sa tête, c'est inacceptable. Si je regarde, quand je suis humiliée dans une situation, c'est les situations que je ne peux pas oublier. C'est les situations, et des fois ce sont des humiliations qui viennent d'une génération d'avant.
mon père a été maltraité, etc. Il faut que je fasse la revanche, il faut que je montre qu'on a ça. On a une mission de rédemption. Cette guerre est née pour toi d'une humiliation. Elle Ah part de ben, là. je pense que c'est d'une humiliation, et ça doit être même une humiliation jeune, mais pour aller aussi loin dans ce besoin de réparer l'image du peuple, surtout quand je pense que je suis le peuple, quand je pense que j'ai un destin, parce qu'au niveau où il est là, maintenant il a un destin, donc on est au-delà de la contingence humaine, on devient un demi-dieu quelque part. Mais je rends sa force, son image, sa lumière à ce qui a été au pays qui a été abîmé. Et on le trouve chez n'importe qui. On peut trouver ça. Cette revanche, quand on dit j'ai ma revanche, et parfois quand il y a une humiliation forte et qu'on a ce besoin de renaître, de réparer, eh bien on peut sacrifier toute sa vie pour ça. Tu dis souvent dans tes vidéos que ces événements successifs, le Covid, la guerre en Ukraine, nous demandent de réinventer notre monde. Oui. De quelle manière? Comment faire pour réinventer le monde? Sur quoi sommes-nous amenés à évoluer? Voilà. Ben, pour réinventer le monde, il faut déjà rencontrer le monde en soi, puisqu'on dit toujours c'est intérieur. En soi, c'est se reconnecter au corps. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire faire de la méditation, etc. Ce n'est pas cette chose-là. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on est coupé du corps comme on est coupé de la terre. C'est ce que l'on vit là, on le vit à l'échelle du monde. Notre corps, il nous sert à bouger, marcher, à faire des tas de choses, mais on ne l'aime pas. On n'y prend pas soin, on mange n'importe quoi, on se moque de l'air qu'on respire, on n'a pas besoin d'y donner du repos, on dit ça va le faire, il est fatigué, etc. On parle de lui comme d'une vieille voiture, en fait, très souvent, qu'on amène au garage. Donc ce corps n'est pas vivant, réellement. Ce que tu dis, Ghislaine, c'est que finalement on est un peu déconnecté de notre corps. C'est plus le corps qui est notre premier informateur quand on ressent quelque chose, tout passe par la tête en fait. Oui, on est fait de vibrations. Et selon les vibrations que l'on a, la réalité se crée autrement. C'est pas ce que je sais qui fait ma réaction. Or aujourd'hui, c'est ce qui fait la manipulation, c'est que nous sommes remplis d'images qui nous balisent dans une réalité et qui empêchent de toucher la réalité qui s'incarne vraiment. Alors que le corps sait si je suis dans une rue dangereuse ou pas. Quand on est connecté à son corps, on le sait. J'ai fait une expérience avec un groupe pour le corps. Je leur dis, on va aller à un immense supermarché et nous allons faire une marche en conscience. Alors tous ils m'ont dit ah non attends on va se faire arrêter. J'ai dit non, la marche en conscience on marche très très doucement, consciemment, un tout petit pas, c'est très très lent. Donc on y va, on est une vingtaine, on y va. On devait faire toutes les rangées et se retrouver, personne n'a pu faire le travail. Ils se sont tous arrêtés à la moitié. Il y en a eu plus d'un tiers qui ont vomi. Il y en a qui sont sortis avec des migraines, etc. Pourquoi? Parce que quand je vais dans un supermarché avec mon corps, eh ben, je commence à m'étouffer. Parce que la vibration de l'abondance, des couleurs, de ce qu'il y a, du mouvement, comme des gens qui sont très, très, très rapides, mais on a été malades. Et il y en a une qui me dit, dis donc, moi qui adorais aller au supermarché, maintenant je crois que je ne vais plus y mettre les pieds. Non, quand on prend la réalité, on prend conscience de ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Et c'est pour ça que quand j'initie les gens, c'est vraiment à ouvrir ce corps et ça fait peur. Parce que si j'ouvre ce corps, je vois et si je vois, je me dis c'est pas possible, j'ai envie de hurler. Comment on se fait pour se reconnecter à notre corps, Ghislaine, là, comme ça, sans faire tes stages? Voilà, c'est quoi? Comment faire pour être plus à l'écoute si c'est par le corps que ça doit plus passer que par la tête? Si on doit un petit peu se réapproprier ces genres de sensations. Alors, s'il y a un petit tuyau, on peut commencer directement pour ça, sans s'occuper des chakras ni rien, eh bien c'est très simple. Quand on a, supposons ton mari rentre ou ta compagne, qu'importe, quand elle rentre, regarde comment est ton corps. Est-ce que c'est ouvert, ça se respire, c'est bien? Ou alors est-ce qu'il y a une petite angoisse ici? Il faut chercher les tensions à l'intérieur. Voilà. Donc en fait, il faut vraiment porter plus d'attention au corps. Juste lui prêter de l'attention sur ce qu'il ressent. Oui, parce que demain, on a besoin d'une nouvelle créativité. C'est ça qui est important. Voilà. Et c'est comme ça qu'on pourra, en étant attentif simplement à ce qu'on ressent dans le corps, et c'est comme ça qu'on va créer un monde différent et réinventer un petit peu notre monde. Parce que quand on commence avec ça et que ça s'ouvre, alors la lecture des vibrations, mais aussi la rencontre avec l'autre. L'autre est une part de moi qui s'éveille en moi.
Je ne tombe pas amoureux de quelqu'un. Je tombe amoureux de la part de moi qui, quand je suis en contact avec cette personne, me plaît terriblement. C'est pour ça que je veux absolument revoir la personne parce que je ne me connaissais pas comme ça, je m'aime comme ça. Et d'ailleurs, je le quitte quand une part de moi qui s'éveille ne me plaît pas du tout, j'ai honte d'être comme ça. Donc, ce n'est pas de l'autre que je tombe amoureux, c'est de ce qui se révèle en moi. Mais à ce moment-là, l'autre n'est pas un danger, au contraire, il est celui qui me révèle. Eh bien, le vivre ensemble change complètement. C'est dans cette particularité de chacun, au contact de l'autre qui s'éveille, qui fait que on a plus envie de collaborer par la curiosité que par la domination. Comment tu expliques qu'on ne cherche pas naturellement à préserver notre environnement ? Justement, on en parlait, cet air qu'on respire qui nous permet d'avoir de l'oxygène, voilà, cette nature qui nous donne à manger. C'est vrai qu'on n'a pas ce réflexe, c'est pas inné. Aujourd'hui, on a quoi ? On a des tutos pour nous apprendre à être écolo, on a des partis politiques qui se fondent pour défendre cette cause. C'est un combat à mener, préserver l'environnement. Et finalement, c'est pas un réflexe. Alors que finalement, c'est aussi une question de survie. Comment t'expliques ça ? Est-ce qu'on est déconnecté un peu de ce vivre ? Est-ce que c'est le sentiment que tu as ? Tout à l'heure, je disais, je peux aider ceux dans quoi je me projette. 50% de la population, je crois que même c'est plus maintenant, vit dans les villes. Je me projette dans les immeubles, je me projette dans les rues, je me projette dans la musique, dans le bar, dans tout ça. Ça, je ne connais pas, je le connais en film. Comment je peux avoir envie de sauver ? C'est la même chose que pour l'Ukraine. Comment je peux avoir envie de sauver un lieu dans lequel je n'ai fait aucun attachement. Je n'ai vécu aucune expérience. Jamais un coucher de soleil m'a aidé. Jamais un oiseau est venu se poser à un moment où j'étais triste. Si je n'ai pas vécu toutes ces choses-là, pourquoi je le sauverais ? Je ne le connais pas. C'est la capacité à se connecter et à se sentir vivant ensemble qui fait que je ne défends pas la nature, je suis la nature. Donc je défends ce qui est un prolongement de moi. Mais le prolongement dans la ville, c'est l'esprit créateur de l'être humain. C'est toujours la main de l'homme qui est devant mes yeux. Donc ce que je vais protéger, c'est la main de l'homme. C'est normal. Pour toi, la plus grande des guerres, c'est ça, c'est le changement climatique. Ah oui. Pourquoi ? Le changement climatique, c'est tellement un processus en profondeur pour pouvoir y répondre que cela devient une guerre qui fait peur. Parce que, supposons que je connaisse une énergie, soit l'hydrogène, je sais pas, une énergie qui ne coûte rien, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de repartir à la pompe, que je n'ai pas besoin de changer le matériel, eh bien je suis sûre que celle-là, on ne la verrait pas arriver sur le terrain. Parce qu'elle ne rapporterait pas d'argent. Oui. Que ce soit une misère, que ce soit une guerre, que ce soit, quelle que soit la créativité que l'on peut avoir, si elle ne passe pas par le schéma de la monnaie, c'est-à-dire par cette vision abstraite du monde, eh bien, elle ne peut pas s'incarner. Et c'est là tout le problème d'aujourd'hui. Or là, on voit bien quand les gens, par exemple, sont à la guerre, l'argent compte pour s'acheter à manger et tout, mais tout ce qui compte, c'est être ensemble. Ils disent 10 fois le mot ensemble. Ensemble, c'est cette façon, c'est du blé qu'on veut, pas du blé. On l'appelle pareil, il faut quand même voir, c'est une métaphore extraordinaire, parce qu'on dit du blé en parlant de l'argent, et du blé en parlant de ce qui fait crever ou vivre le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui... c'est pour ça qu'il nous faut un gros traumatisme pour comprendre. Quand je te dis tu as un cancer, supposons, c'est pas vrai, mais je te dis tu as un cancer, tout d'un coup, tes grands projets, là, tu n'en as plus rien à foutre. Ce que tu veux, c'est ce qui est essentiel pour toi. Eh bien, on est peut-être dans cette dynamique où la vie nous secoue pour que nos grands projets puissent être moins importants que de survivre. Mais dans tous les cas, supposons, c'est la cata, tout ce qu'on veut, mais dans tous les cas, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des moments difficiles. Ce qui est important, c'est comment je le vis. Qu'est-ce que ça nourrit chez moi ? Qu'est-ce que ça éveille ? Et si ça m'ouvre le cœur plutôt que de me le refermer, ce qui sera le vrai danger, si je vais à cette ouverture sublime de l'humain, alors qu'importe que ça ne dure pas longtemps, la vie est éternelle. Mais au moins,
j'aurais joui d'être vivant. Et ça, pour moi, c'est très important. S'il y a un peuple quand même qui est connecté à cette nature, ce sont quand même les Amérindiens, justement. Est-ce que tu suis un peu leur actualité? Je sais que tu as été en Colombie à un moment donné. Est-ce que tu suis aussi leur actualité? Ce sont des peuples aussi qui sont très actifs pour défendre, préserver la forêt. Et puis le plus connu d'entre eux, c'est peut-être Raoni. Je ne sais pas si tu l'as déjà rencontré. Non, Raoni, je n'ai pas rencontré. J'ai rencontré des amis chamans. Je suis allée dans des tribus. Mais à un moment donné, chacun se bat comme il peut. Mais surtout dans son territoire. S'il y a une chose que j'ai appris, c'est que d'abord, là maintenant, par exemple, l'ayahuasca, il y a des rues entières, venez pour l'ayahuasca, c'est devenu un commerce. Et il y a énormément aussi de chamans qui sont devenus plutôt des gourous que des chamans, parce que le chaman sans le village, ça n'existe pas, il est au même titre que les autres. Alors que là, nous, on en a fait un prêtre, on en a fait un éveillé. Il y a bien sûr des tribus qui ont gardé encore cette possibilité, mais eux aussi doivent s'adapter à ce qui arrive, à leur impuissance. En allant là-bas, j'ai appris à rester ici. Par exemple, au début, je faisais des huttes avec José, tout ça, qui était un chaman équatorien, on le faisait avec sa musique. Et un jour, je me suis dit, mais on a notre musique, nous. On a aussi nos chants qui nous font pleurer. On a aussi ce truc. C'est quoi nos musiques? C'est quoi notre vibration? Donc, tu mets de la pop? Et maintenant, on amène de la musique et chacun amène sa vibration musicale qui raconte aussi quelque chose. Et on a aussi besoin de mots. Ce qui n'existe pas dans beaucoup de tribus, on te dit, bah écoute, la plante va te parler ou ça va te parler, on ne va pas dialoguer pendant 2 heures de ce que tu as. Nous, on a besoin de déprogrammer notre cerveau pour que notre corps, tout d'un coup, ose lâcher et s'exprimer. Donc moi, je les crève, les cerveaux, je les crève, vraiment. Et après, tout d'un coup, ils découvrent et ils s'étonnent. Parce que si je ne lâche pas ce cerveau, l'expérience n'est pas étonnante. Or, on apprend dans l'étonnement, dans l'émerveillement, pas dans la connaissance. Il faut que le corps ait cette vibration qui transporte pour que l'information se transforme en connaissance. Et connaissance, c'est naître avec. Donc on renaît dans cette connaissance. Alors, Ghislaine, tu as un petit-fils parce que tu en parles souvent dans tes vidéos. Paul, voilà. Et j'aimerais qu'on parle du climat dans lequel grandissent nos enfants. La pollution, la guerre, les maladies, en fait, ils sont quand même très au courant de tout ce qui se passe. Et c'est vrai que cette perspective de l'avenir, elle n'est peut-être pas très très rassurante pour eux. Justement, est-ce que c'est facile d'être un enfant à notre époque ? Alors, d'être un enfant à notre époque, c'est pas facile. D'être un enfant comme Paul, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que Paul, il a et voilà, des perceptions aussi. Oui, je crois qu'il a vraiment cette capacité, celui-là, parce que j'ai plusieurs petits enfants, mais lui, il a vraiment cette perception mature du monde. Là, par exemple, on lui a mis un petit appareil maintenant qu'on fait en plastique. Il a dit, je ne peux pas supporter que ma bouche reçoive du plastique. Enfin, c'est pas possible. Donc, je veux dire, il a 9 ans. C'est quand même ça, ou les phrases aussi qu'il a dit il y a 3 jours, c'est j'ai perdu mon imaginaire. Non, mais 9 ans, ça va pas non plus. Donc, il a cette grande... Et quand il nous avait dit cette phrase, moi je meurs à 30 ans parce qu'avec le changement climatique et la pollution, je ne pourrais pas vivre avant, et c'est à cause de vous. J'ai beaucoup aimé ça, et ça m'a choquée parce qu'il ne le disait pas, il le vivait. Et ce qu'on se rend compte, c'est que nous, quand on a cet âge, on peut avoir une angoisse de mort, mais pas une angoisse de mort de l'espèce, et pas une angoisse de mort de « on va souffrir ». Nous, on allait vers plus de technologie, plus de liberté, plus de facilité, plus de bonheur. C'était ce qui aimait. Et là, partout où il regarde, ça va être moins, et l'horreur. Et la chose qui va être difficile, c'est que vous saviez pourquoi vous n'avez rien fait. Donc il y a des grandes chances que les générations de celles qui ont 40 ans aujourd'hui, et bien sûr plus, soient des générations haïes. Je ne peux pas. Comment je vais expliquer que je savais et que j'ai continué? Ça va être... Mais aujourd'hui, on a des enfants. Il y avait une jeune fille, sa maman me l'avait présentée parce qu'elle était toujours sur ses tablettes, comme beaucoup. Et je lui dis, mais tu ne crois pas qu'il y a d'autres choses à vivre à l'extérieur? Elle me dit, mais si je quitte la tablette, c'est l'horreur que je vois. Parce que tant que je joue à des jeux où je suis le maître du monde, je ne vois pas que je vais vers la fin du monde.
Et si on ne fait pas une éducation qui se transforme, il faut que les enfants aient de la méditation, qu'ils aient de la philosophie comme le fait le noir dès l'âge de 7 ans, qu'on comprenne ce rapport à la nature. Si à ce moment-là on ne met pas aujourd'hui des outils de survie, c'est-à-dire comment je vais affronter le manque pour beaucoup qui se vit mieux quand la collaboration et la solidarité arrivent. Et pas c'est à moi. Ça va être... Donc ils vont rentrer dans quelque chose et entre le Covid, la guerre maintenant, ils y sont. Comment rassurer un enfant? Alors moi, à mes enfants, à mes petits-enfants, ce que je leur dis, écoute, on est fabriqué pour vivre ça. Alors tu arrives à cette époque, je suis désolée, c'est toi qui l'as choisi. Ah, tu n'avais qu'à pas te faire ça, parce que de toute façon, c'est l'expression de... C'est toi qui as choisi ton incarnation. Voilà, tu as choisi ton incarnation, tu as choisi tes parents. Si ça ne te convient pas, fallait à côté. Bon, donc déjà, c'est toujours ton désir d'incarnation qui est là. Et ensuite, c'est de lui montrer que ce n'est pas forcément dans une carte postale qu'on est heureux. Et que dans les moments des fois extrêmement douloureux, il y a une joie qu'on n'imaginait pas. Et que la phrase que je sors toujours, c'est « on est fabriqué pour vivre ça ». Quand des fois, il y en a qui me disent « mais comment on va faire ?» etc. Je lui dis « regarde dans ta vie. Il y a des moments de ta vie où quand tu les regardes, tu dis « mais comment j'ai fait ? Je ne pourrais plus le refaire. C'était tellement dur, mais comment j'y suis arrivée ?» Pourtant, on l'a fait. Comment j'ai fait pour traverser cette épreuve? Pour traverser cette épreuve. Combien de fois on la regarde, on dit mais c'est pas possible, comment j'ai fait? Eh bien c'est ça, c'est-à-dire que quand c'est le moment, eh bien il y a une part de nous, la part qui s'appelle la survie, la part qui s'appelle la guerrière, la part qui s'appelle le sens, la générosité, qui transcende tout le reste. On ne peut pas avoir peur qu'elle ne se réveille pas. Elle se réveillera. On est fabriqué pour s'adapter, comme l'herbe qui est ici, comme l'arbre qui sont ici, ils vont s'adapter d'une façon ou d'une autre, au pire comme au meilleur. Donc il faut les rassurer un peu ces enfants en leur disant qu'ils trouveront la force, qu'il ne faut pas avoir peur finalement. Et que là où il y a le pire, le meilleur est à côté. Là où il y a le chaos, c'est un nouveau monde qui se crée. Donc ils sont la génération qui va faire fleurir peut-être l'humanité enfin, parce qu'on sera peut-être au bout d'un système. Et ça serait à mon avis un dialogue à donner à cette génération qui va être confrontée au pire pour rencontrer le meilleur. Et donc j'aime lui dire qu'il va être celui qui sauvera le monde. Merci beaucoup Ghislaine pour avoir répondu à mes questions, pour nous avoir apporté ton angle de vue et ton éclairage justement sur tout ce qui fait l'actualité, les sujets qui te tiennent à cœur aussi.